aussi bien ceux et celles qui sont dans la salle que toutes ces personnes qui se sont connectées en ligne. Je suis très heureuse d'être ici pour plusieurs raisons. Pour des questions non seulement académiques, mais surtout aussi historiques. Parce que j'estime aujourd'hui que la communication que je vais livrer est croisée à la petite et à la grande histoire. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Et qu'est-ce qui a fait en sorte que certains corps soient socio-historiquement construits comme femmes et noires ou comme femmes et africaines? Et qu'est-ce qu'est une femme africaine et universitaire au XXIe siècle? Au début, lorsque j'étais étudiante, je pensais en fait que l'université était neutre. Je pensais très sincèrement que le discours qui circulait dans les espaces universitaires reflétait de façon inclusive la diversité humaine et, en l'occurrence, les épistémologies, les discours, et cela permettait peut-être aussi que chacun se sente représenté. C'est plus tard que j'ai compris en fait que l'université était hautement politique et que si on ne prend pas garde, on peut implicitement reproduire les mécanismes d'invisibilité socio-historique où parfois nos corps ne sont même pas représentés. Et lorsque une personne comme moi, enseignante et chercheur et africaine, se retrouve dans ce genre d'espace, elle peut quand même se demander à un moment de sa vie, mais dans les livres qu'elle lit, dans l'histoire qui est véhiculée dans ces espaces de savoir reconnus, où est-elle en fait? Où suis-je dans le nous collectif? Que veut dire le nous d'un point de vue scientifique? Quelles sont les idéologies qui traversent surtout les normes académiques, les normes scientifiques? Lorsque je rédige un ouvrage, lorsque je rédige un article, quelle est la partie de moi qui ne se voit pas assez? C'est pourquoi j'ai décidé, depuis un bon moment, en tant que chercheuse, en tant qu'Africaine aussi, en tant que femme, de faire circuler dans les espaces de reconnaissance institutionnelle des discours que je ne vois pas assez. C'est ça qui justifie aujourd'hui surtout le titre de ma communication, que je pense que beaucoup de gens pourraient peut-être percevoir comme arbitraire, puisque je suis aussi l'objet de ma propre illustration et le sujet même à partir duquel j'écris. Mais j'estime aussi peut-être que la neutralité peut se déconstruire à partir des corps isolés socio-historiquement parlant, dans les espaces de reconnaissance institutionnelle. Je dois, avant de commencer, remercier le Collège des chaires francophones pour l'opportunité qu'il m'est donnée, parce que donner la possibilité pour moi de parler ici, c'est aussi partager les diversités inclusives. Je remercie naturellement aussi Marie-Ève pour la disponibilité. C'est vrai que je suis ici, mais ça suppose aussi un travail en amont que l'on ne vous partage pas. Pour peu que l'on connaisse la diversité socio-culturelle du continent africain avec une cinquantaine de pays, d'innombrables langues, cultures et civilisations, l'on conviendra que le titre de ma conférence peut paraître, sinon prétentieux, pour le moins vaste, car inépuisable en seulement 1 heure et demie. Sur le plan démographique, pour que l'on se fasse une idée, ma contribution parle et implique une partie du monde où résident des centaines de millions d'individus. Je ne pourrai donc présenter ici et maintenant que les grandes lignes de mon sujet. Mon approche est transdisciplinaire et intersectionnelle. Je convoquerai précisément des notions du féminisme subsaharien en rapport avec l'histoire, la géographie, l'hétérolinguisme et les théories de l'oralité propre au continent africain. Et on comprendra aussi pourquoi je précise que je parlerai du féminisme subsaharien ou pour dire des féminismes subsahariens et pas nécessairement du black féminisme, qui est une notion dans laquelle on peut se retrouver. Et je ne parle pas ici précisément de l'afroféminisme qui est, de mon point de vue, surtout mise en relief dans les espaces européens. Et donc, on pourra, dans la conversation, pouvoir échanger sur les subtilités, les nuances et les différences. D'entrée de jeu, je dois dire que mon intervention s'inscrit, comme je le disais, dans une conversation pour moi nécessaire et un vis-à-vis indispensable. Mes réflexions scientifiques nouent un dialogue engagé avec mon plaidoyer militant au cœur d'une analyse transversale entre la francophonie, la France et l'Afrique pour des raisons historiques, linguistiques et sociopolitiques. Mon propos est motivé par la volonté pour les femmes africaines de se prononcer dans les espaces de pouvoir, de visibilité institutionnelle et de savoir reconnu sur des questions qui les concernent, non plus comme objet d'étude du discours d'autrui, mais en tant que sujet de leur propre énonciation. À cet effet, je vous propose un plan articulé en 4 parties. La première partie sera considérée comme une introduction générale dans laquelle je vais inclure une note
une sorte d'avant-propos présentant l'héritage colonial de la notion de genre. Ensuite, nous aurons donc droit à 3 parties dans le développement. En premier lieu, je ferai l'exégèse ou une exégèse panoramique de ma vision des vagues du féminisme africain, je précise, francophone, à la suite de quoi, dans la deuxième partie, je vais me focaliser sur 2 vagues spécifiques, notamment la 3e et la 5e vague. Je rappelle ici que les vagues que je propose sont une récréation de ma vision du monde. J'estime que les femmes africaines et les femmes blanches et moi ne pouvons pas avoir les mêmes vagues parce que d'un point de vue socio-historique, nous ne parlons pas à partir du même lieu d'énonciation. Donc, on n'a pas la même perception de l'histoire. Pour ce qui est de la dernière partie de mon intervention, ce qui fonctionne. Ah, d'accord, parfait. Des exemples de pratiques féministes à partir des vagues précédemment énoncées vont clore mon propos, dans l'espoir, bien entendu, que le temps imparti nous le permette. Ça, c'est quel diapo? Je pense qu'il y a une de trop, ouais, je pense. On est à la diapo 3, en fait. C'est la diapo 3. Serait la diapo 3. Bon, ok, exact, merci. Et du coup, je continue avec juste là. Parfait. Désolée, ce sont les aléas du direct. En ce qui concerne l'introduction, je précise essentiellement que les nuances d'ordre sémantique, en commençant par la théorie féministe et les pratiques féministes. Qu'est-ce que j'entends par théorie féministe et pratiques féministes? Dans une dimension universitaire, je dirais que la théorie féministe est un volet pertinent des mouvements connexes qui va réunir un corpus de pensée et de réflexion pour, d'une part, analyser toute mécanique et tout facteur aggravant lié à la perpétuation de la féminisation des vulnérabilités systémiques, notamment les mécanismes de discrimination. D'autre part, la théorie va permettre de comprendre la mobilisation des idées politiques, philosophiques, économiques, juridiques et sociales en faveur des droits des femmes que soulève son appareil conceptuel d'une époque à une autre. Quant aux pratiques féministes, je précise qu'elles renvoient aux mouvements socio-culturels contestataires qui dénoncent depuis la nuit des temps. C'est pourquoi j'insiste sur depuis la nuit des temps. Aussi bien dans les marges qu'au centre, en ordre dispersé ou de façon fédérée, hors d'atteinte ou par effet multiplicateur, la domination masculine et ses mécanismes inégalitaires d'assignation. Ici, je précise en fait que les pratiques sont différentes de la théorie et qu'on peut ne pas avoir lu de grandes théoriciennes sur la question et être aussi une praticienne du féminisme. Moi, je dis souvent que ma grand-mère était féministe. Elle n'avait pas besoin d'avoir lu Simone de Beauvoir, de connaître Awatiam, mais cette pratique au quotidien, sa façon d'agir, était une pratique pour moi du féminisme. Ça n'est peut-être pas vu parce que c'est une femme des marges, mais ça ne fait pas moins d'elle une personne non féministe. C'est pourquoi je fais la nuance entre la théorie, qui est une réflexion savante, et la pratique, qui va être le fait que des gens spontanément réagissent à des situations d'invisibilité ou de mécanismes de contrainte. Toujours dans l'introduction. Longtemps, je me le suis demandé, et j'ai justement pensé souvent que ce n'est qu'uniquement en Afrique que le féminisme déclenchait des réactions hostiles, mais avec un peu de recul, une lecture croisée permet de comprendre que le féminisme, radical ou pas, le féminisme tout simplement, la notion même du mot féminisme, en tant que contestation du pouvoir patriarcal, fait peur partout où l'inertie du statu quo tremble face à l'ébranlement du monopole et à la perte subséquente de ses privilèges, aussi bien en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, etc.
L'attitude farouche face au féminisme révèle, pour ainsi dire, l'une des manifestations de la fragilité du pouvoir patriarcal aux prises avec un sentiment de perte de repère face à l'inconnu dans un contexte où l'exercice de déconstruction collective désacraliserait les mythes inhérents à nos hypocrisies communes, en l'occurrence, que, d'une part, l'hétérosexualité n'est pas la norme, une norme parmi tant d'autres, que les rôles d'assignation hommes-femmes sont des catégories socio-politiquement construites. Diapo 5. Dans ma communication, j'entends le féminisme à la fois, diapo 5, la diapo 5, c'est possible, s'il te plaît. Dans ma communication, j'entends le féminisme à la fois comme une théorie et une pratique de résistance en situation d'invisibilité structurelle aux prises avec un système patriarcal. Le mot féminisme en tant que tel renvoie dans mes propos à un concept valise qui permet de nos jours de fédérer des luttes adjacentes dans une dimension transcontinentale, chacune à partir de son lieu d'énonciation. J'aime souligner que la théorie est une conceptualisation parfois fade du monde, thésaurisée dans des livres. Or, la pratique est préexistante aux éruditions intellectuelles. Cela veut dire que l'on peut vivre en résistance sans avoir nécessairement lu, comme je le disais, de grands théoriciens de la question. En Afrique, le féminisme, comme toute notion conceptuelle théorisée via des langues coloniales en héritage, ici langue d'emprunt, renvoie à plusieurs grilles de lecture qui ne font pas l'unanimité. Par exemple, le genrisme ou le binarisme homme-femme qui traverse la logique patriarcale des inégalités de sexe inscrite en lettres capitales dans les luttes féministes hégémoniques pose problème d'un point de vue sémantique chez les théoriciens des marges qui proposent plusieurs courants. Les théoriciennes féministes africaines mettent l'accent sur l'entremêlement de plusieurs systèmes patriarcaux. Pour l'un, hérité de l'histoire coloniale, pour l'autre, inscrit dans la conscience collective des communautés d'appartenance. La vie des femmes africaines se voit concomitamment ainsi scellée dans les raids des instances de pouvoir décisionnel, en complicité avec l'institutionnalisation religieuse et juridique des rapports de domination. Afin de désoccidentaliser l'androcentrisme qui traverse les logiques du genre, les théoriciennes africaines invitent à une lecture critique propre à leur contexte en mutualisant les perspectives d'affranchissement endogène en marge d'un manichéisme cognitif obnubilé par la binarité homme-femme. Le prisme proposé implique de nouvelles représentations subjectives d'un point de vue ethnoculturel et linguistique pour décortiquer les aspects épistémologiques, théoriques et culturels de la recherche sur le genre en Afrique. Venons-en à la note sur l'héritage colonial du patriarcat sur le plan juridique et linguistique au sud du Sahara d'expression française, notamment l'institutionnalisation de la soumission des femmes africaines et le lien de causalité avec le Code Napoléon de mars 1804. Sur le plan juridique, il s'agit de démontrer que l'institutionnalisation de la soumission des femmes dans les codes civils africains révèle ou relève en réalité d'un héritage colonial du Code Napoléon de mars 1804. Dans l'inconscient collectif, lorsque l'on pointe du doigt les traditions patriarcales moyenâgeuses en Afrique, on ne les associe presque jamais aux nombreuses manifestations métastatiques tributaires de la langue française en tant que véhicule, vectrice, catalyseur des imaginaires et par conséquent héritage résiduel en lien avec l'institutionnalisation de la domination des corps féminins à l'aune du Code Napoléon de mars 1804. L'une des pierres angulaires, archétype à nos jours, du patriarcat suprémaciste en Afrique francophone d'un point de vue institutionnel. Insister sur le rôle qu'exerce activement à nos jours l'héritage ou la survivance du colonialisme comme surgent, corollaire polluant, force motrice en arrière-plan et refoulée symptomatique du passé irrésolu dans la mise en récit d'un imaginaire patriarcal unanimement clivant, scandé vertigineusement au sud du Sahara francophone, permet d'inscrire les clichés et stéréotypes dans l'écosystème d'une longue tradition de construction des corps autres, enfantés spécifiquement dans l'antre des politiques réductionnistes de l'ancien empire français en Afrique. In fine, cela permettra de démanteler l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire la mise en relief des dommages collatéraux corrélés aux rapports de pouvoir encore opérant dans nos récits, inconscients ou consciemment, quoique brouillés par la distance géographique,
malgré le transfert administratif des pouvoirs au moment des indépendances. Le patriarcat en tant qu'épine dorsale institutionnelle ou charpente référentielle visant le contrôle des corps femmes et la naturalisation binaire des inégalités de sexe au sein de l'administration postcoloniale ou post-indépendance en Afrique francophone est mise en pratique dans le cadre du droit civil de la famille à partir d'une adoption mimétique à la virgule près du Code civil français, plus précisément le Code Napoléon de 1804 en héritage. En effet, le Code dote la figure masculine d'une puissance maritale oppressive, réduisant la femme en une mineure éternellement sur béquille, infantilisée, sous tutelle juridique, économique, intellectuelle et matérielle aux côtés du conjoint. Pour corroborer mes faits, mes propos, je citerai un extrait de l'article de la sociologue française Irène Théry, intitulé Famille, sexe et genre dans le Code civil de Napoléon à aujourd'hui, publié en 2021, rédigé justement dans le cadre d'une exposition portant sur Napoléon. Dans cet article, la sociologue analyse entre autres le modèle familial du Code civil ou Code Napoléon, structure résiduelle à l'origine à ce jour, la hiérarchie des rôles de genre et l'institutionnalisation des inégalités de sexe par les liens du mariage, comme mentionné précisément, je cite. Alors que la Révolution avait institué en 1792 un divorce extrêmement libéral en référence à l'issue nécessaire face aux abus de la puissance maritale, à la recherche légitime du bonheur et à la liberté individuelle, dont un engagement indissoluble serait la perte, les rédacteurs du Code civil considèrent au contraire que rien dans l'essence du mariage, dont le but est, selon Portalis, le dévouement à la permanence des liens entre générations, n'implique la possibilité du divorce. Celui-ci est conservé en 1804 pour des raisons purement politiques liées à la liberté des cultes, étant donné que protestants et juifs avaient admis la dissolution du mariage, et ce qui a réduit dans les causes possibles. Un tel recul sur le principe de dissolubilité du lien matrimonial signe l'avenir. Dès 1816, la Restauration abolira le divorce pour presque un siècle. Bien que cet enjeu paraisse neutre au regard du genre, il ne l'est pas. Les victimes en seront les épouses dont l'assujettissement à la puissance maritale dans un mariage malheureux n'aura plus d'issue, que ce mariage civil revisité soit le socle de la seule vraie famille, se traduit aussi par le recul le plus extrême, celui des droits des enfants naturels. Alors que la Révolution leur avait permis l'héritage, le Code civil fait des bâtards de véritables parias sociaux. La famille naturelle n'existe pas en droit. La fille mère est celle qui est devenue mère tout en étant encore fille, et son enfant n'héritera pas de ses grands-parents. L'article 342 interdit la recherche en paternité au motif que les filles malhonnêtes pourraient accuser des hommes innocents et troubler ainsi la paix des familles. On ne saurait trop souligner l'importance du grand principe de division des femmes, ainsi inscrit au cœur même de l'ordre sexuel du Code civil. Les filles perdues et prostituées d'un côté, les honnêtes épouses et mères de famille de l'autre. Sans aucun équivalent pour les hommes, il assure l'impunité de leur domination sexuelle, en particulier sur les femmes qu'ils emploient, notamment les domestiques, lavandières, ouvrières de l'époque. Quant à l'homosexualité, elle devient au XIXe siècle une pathologie, témoignant de la nature viciée de tout l'individu, dont les bonnes mœurs bourgeoises exigent au minimum l'enfouissement dans le secret. Ces inégalités sociales et dominations de genre seront encore redoublées dans les colonies de l'Empire français, dans les rapports entre colons et indigènes, fin de citation. Eu égard à ce constat documenté dans le cas d'espèce, la domination patriarcale héritée du système colonial se situe d'abord sur le plan juridico-institutionnel et implicitement judéo-chrétienne pour les pays à forte consonance religieuse d'un point de vue catholique. Ainsi que nous l'avons vu précédemment, l'inégalité des sexes est régie via un capitalisme patriarcal, pour reprendre les mots de l'ouvrage de Silvia Federici publié en 2019, renforcé par l'arsenal juridique du Code civil qui le chapeaute. Vu sous cet angle eurocentrique, le patriarcat s'entend sur le plan théorique comme une idéologie politique
sous la bannière d'un régime hétérosexuel d'assignation et de contrôle des corps construits socio-historiquement comme femmes. À l'instar de tout système puissant bénéficiant d'un pouvoir absolu, sa tyrannie structurelle fait la part belle aux hommes cisgenres, aussi bien dans l'espace privé que public, à partir d'une présomption de supériorité durablement installée. Grâce à la stratégie du statu quo chevillé à la dynamique de l'inertie, des droits à l'origine de privilèges égotiques vont alors progressivement s'imposer au sein de l'inconscient collectif comme l'ordre naturel des choses, en faveur, bien entendu, des bénéficiaires attitrés. Ceci étant dit, sur le plan linguistique, la décolonisation du genre rappelle que le français est devenu la langue officielle et administrative des pays francophones, héritier direct de l'Ancien Empire, a reçu en héritage la célèbre règle grammaticale, patriarcale et archaïque qui stipule que le masculin l'emporte sur le féminin, décrétant par ricochet une hiérarchie sur le genre des mots sous l'axe d'une binarité tranchée féminin-masculin, semble-t-il, introduite dans le paysage français au XVIIe siècle pour contrer l'influence grandissante des femmes sur la scène intellectuelle. Or, une telle règle inexistante dans les structures grammaticales issues de certaines langues africaines, dont le fon, ma langue de première socialisation, permet de s'interroger sur l'héritage colonial du genre. Je passe sur le point de la langue parce que ça m'aurait supposé beaucoup de choses alors que je n'ai même pas encore commencé le cœur même de ma communication. Venons-en aux vagues du féminisme africain, je précise ici francophone. La première vague fait référence à l'empouvoirment antécolonial. Je l'associe au mythe de virginité perdue, souvent cristallisé sur la notion d'authenticité africaine. Cette vague est antérieure à la colonisation. Quelques-unes de ces traces latentes perdurent en sourdine dans les récits épiques fondateurs ayant survécu dans l'histoire à nos jours. À ce propos, l'ouvrage Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire publié en 2004 par la journaliste et historienne Sylvia Servin propose une vingtaine de portraits de femmes de l'Antiquité au début du XXe siècle. Évidemment, à l'échelle d'un continent, c'est une brochette insignifiante de femmes. À ce sujet, je vous ferai remarquer que l'une des conséquences majeures de la colonisation se traduit aussi de nos jours par la destruction massive des écosystèmes de muséification du patrimoine des cultures colonisées. Cela implique la déchéance des processus d'archivage propres aux communautés subordonnées face à l'impasse, au vide ressenti, au sentiment de culpabilité et de perte. Cela pousse à la spéculation lorsque nous ne pouvons plus situer certaines périodes dans le temps, parce que l'amnésie collectivement nourrie devient ainsi une facette corrosive qui va mettre à nu l'érosion ou la dégradation irréversible d'une mémoire, voire d'incapable du moindre souvenir. Cela va sans dire que le souvenir de la dépossession de soi, de ses valeurs, de son histoire, de son passé, de son identité, rouvrirait des blessures anachroniques profondes, intimement liées à la nostalgie virginale de l'avant-avant, ici refuge rétro-utopique synonyme d'avant la subordination coloniale. Cette première vague, liée à mon sens à l'empouvoirment antécolonial, je la nomme la vague du féminisme anamnésique, étant donné qu'elle est enfouie dans nos mémoires et que nous peinons à y mettre des visages et des mots pour remonter le temps. Elle est associée à la subordination politique dans une perspective coloniale. C'est pourquoi nous avons toutes des difficultés à en parler aussi bien vis-à-vis de soi que dans l'espace public. C'est l'éléphant, disons, dans la pièce. En parler reviendrait à reconnaître notre commune défaite, d'où la sacralisation de ce pan de l'histoire par le recours à la mythification pour ne pas affronter l'amnésie qui érode l'inconscient collectif. La deuxième vague est celle à partir de laquelle nous pouvons commencer à historiciser la temporalité en proposant notamment une périodicité générationnelle. En Afrique francophone, cette génération est concomitante à la période des mouvements de décolonisation administrative, ce qui est différent de la décolonisation des imaginaires. Elle comprend aussi les générations de femmes, elle comprend ainsi
les générations de femmes nées dans les 3 premières décennies du XXe siècle, soit entre 1901 et 1930. Certaines de ces figures féminines emblématiques se trouvent notamment dans le récent ouvrage de la journaliste béninoise Géraldine Faladé, née elle en 1935, intitulé l'ouvrage Turbulente des Africaines en avance sur leur temps. Il a été publié en 2021. L'autrice elle-même née, comme je le disais, en 1935, y rend hommage, selon ses mots, aux luttes féministes de la première heure. L'ouvrage recueille près d'une vingtaine de profils issus de plusieurs pays africains. On peut citer Awa Keïta, du Mali, née en 1912, décédée en 1980. Elle était sage-femme de profession, femme politique, cheville ouvrière et fer de lance du RDA. Le RDA, à l'époque, c'était le Rassemblement démocratique africain, une fédération des partis politiques africains anticoloniaux. Elle est par ailleurs initiatrice de la Journée internationale de la femme africaine célébrée le 31 juillet de chaque année. Je recommanderai ici la lecture de son essai autobiographique intitulé « Femme d'Afrique, la vie d'Awa Keïta racontée par elle-même, publiée en 1975 ». Je citerai aussi sa contemporaine Jean-Martin Cissé, née elle en 1927, décédée en 2017, institutrice de formation, femme politicienne guinéenne, femme politique guinéenne, première présidente de la panafricaine des femmes et du Conseil de sécurité des Nations Unies. En 2009, elle a publié un essai politique dans une perspective autobiographique intitulée « La fille du Milo ». À cette génération de la deuxième vague appartient Mariama Ba, née en 1921, décédée en 1981. Institutrice de formation, son roman épistolaire « Une si longue lettre », publié en 1979, connu pour son plaidoyer en faveur des droits des femmes, est un corpus canonique des classiques de la littérature africaine. Dans ce roman, la narratrice est une femme qui parle sans intermédiaire de questions qui la concernent en dialogue avec d'autres femmes, ce qui en fait une légitimité de fait. On peut aussi souligner le lieu de l'énonciation, le discours féminin africain qu'elle incarne implicitement, et notamment la diversité des points de vue par les personnages mis en lumière, c'est-à-dire Amatoulaye, la narratrice, Aïssatou, la co-narratrice, et toute la parentèle de personnages féminins, et puis surtout le style choisi, c'est-à-dire la sororité épistolaire par tutoiement. Une si longue lettre est un discours éloquent sur la puissance de la sororité aiguillonnée par des flashbacks. Ces éléments nous donnent le plan de situation du discours en contexte. Cela veut dire qu'à partir de la structure patriarcale de la société sénégalaise, sous l'orbite des traditions résiduelles, adoublées par une lecture très biaisée des préceptes de l'islam sur la polygamie, Mariama Ba parle du vécu des femmes africaines d'abord à partir de sa propre expérience, puis en solidarité politique avec d'autres femmes qu'elle présente ou qu'elle représente à mesure de sa narration. D'autre part, Une si longue lettre n'est pas qu'un argument de fiction sporadique. En vase communicant, son roman est le prolongement même de l'engagement politique de l'écrivaine. Toujours dans cette même deuxième vague en Côte d'Ivoire, je vous parlerai aussi de Marie Séri Coré, aussi connue sous son identité en guillemets de jeune fille comme Zogbo César Gallo Marie, née en 1912, décédée en 1953. Marie Coré est une figure ivoirienne emblématique de l'histoire des luttes de résistance anticoloniale en faveur des indépendances en Afrique. En 1949, elle organise avec d'autres femmes un soulèvement qui entrera dans l'histoire collective de Côte d'Ivoire dénommé la Marche des femmes sur Grand Bassam. Membre du RDA comme Awa Keïta, un mouvement, comme je le disais, de libération des peuples africains exploités au sud du Sahara, à la suite de l'incarcération de leurs époux, des mois auparavant, à cause des velléités justement indépendantistes, le 24 décembre 1949, ulcérées, les épouses, parmi lesquelles Marie Coré, décident de marcher sur Grand Bassam où sont enfermés leurs conjoints pour obtenir leur libération et se soulever contre le colonialisme. À ce titre, Henriette Diabaté, née en 1935, femme politique ivoirienne universitaire, historienne de formation, a relaté ces faits dans un petit livre de moins de 70 pages intitulé justement « La marche des femmes sur Grand Bassam » publié en 1975. De cette génération de femmes, je citerai aussi la Sénégalaise Aline Sitoé Diatta, née en 1920, décédée en 1944. Héroïne de la résistance anticoloniale au Sénégal, plus particulièrement dans la région de la Casamance.
Sur ce point, une biographie fictionnelle en son hommage, intitulée Aline et les hommes de guerre, publiée en 2020, de la romancière franco-sénégalaise Karine Silla, retrace les grandes lignes de la vie de cette héroïne. Au vu de ce qui précède, nous pouvons retenir que la deuxième vague obéit à un féminisme anticolonial, encore appelé féminisme fédérateur à visée panafricaniste, dans la mesure où leur lutte en tant que femmes africaines vont de pair avec les mouvements de libération contre le joug colonial, chérissant le vœu politique d'une réunification hypothétique du continent africain. La lecture des récits autobiographiques de cette génération de femmes rend compte de ces croisements au tournant des années 50-80. La troisième vague du féminisme africain francophone va faire face à un entremêlement de plusieurs systèmes patriarcaux institutionnalisés tout en les consolidant. Pour l'un, hérité, comme je le disais, de l'histoire coloniale, pour l'autre, inscrit dans la conscience collective des communautés d'appartenance. Tel un Janus ou un masque ngouantan à deux visages, cette vague que je considère bicéphale va voir l'usage politique de la culture détournée à des fins propagandistes selon une stratégie de discipline sociale. En Afrique centrale, d'où je suis originaire, je situerai cette vague dans les 3 premières décennies des indépendances africaines, c'est-à-dire de 1960 à 1990. Je pars du principe que de la fin des années 50 aux 3 premières décennies post-indépendance jusqu'en 1990, cette période est une étape charnière qui va proposer les jalons de nos constitutions en lien avec les identités nationales consécutivement aux nations, aux États-nations naissants, notamment en termes de construction de la citoyenneté et de la notion d'africanité, circonscrite dans et hors des territoires politiques qui ne tiennent pas toujours compte des spécificités ethno-linguistiques et culturelles pour faire communauté inclusive, étant entendu que les territoires de ces pays sont une fois encore un legs de la conférence de Berlin de 1884 à 1886. On peut souligner que l'Afrique francophone est en réalité un agrégat d'États-nations inventés d'un point de vue politique et de nos jours transidentitaire, transfrontalière et translinguistique. Par exemple, nous pensons dans plusieurs langues qui cohabitent, nos imaginaires sont métissés, mais selon le récit officiel, nous sommes sommés de tamiser toute cette mosaïque de cultures vivant dans une seule et même langue d'écriture, le français, au nom d'une unité nationale factice. Comment traduire alors la complexité d'une subjectivité de cette nature ayant à son actif un héritage socio-historique moteur qui va rétroalimenter une féminité transversale, indocile et indissoluble en tenant compte des ressources théoriques tout aussi transversales et hétérogènes qui vont puiser non seulement dans le français, son épistémologie et ses théories, mais aussi dans l'oraliture, c'est-à-dire la littérature orale, ou encore dans l'oralographie, c'est-à-dire des termes de référence basés sur l'oralité et l'ensemble de son patrimoine immatériel. En ce qui concerne la troisième vague, on assiste dans les années 60 et 80 à l'implosion d'un nationalisme pseudo-rétro-utopique mis en place par l'institution des partis uniques dont les systèmes politiques vont fusionner alternativement militantisme pseudo-féministe, patriotisme, civisme, endoctrinement idéologique et nationalisme panafricaniste instrumentalisé autour d'une triade État, parti unique, leader très fortement influencé à son tour par l'Union soviétique selon une dynamique communiste, marxiste, léniniste et stalinienne. Je pense notamment au Congo-Zaïre de l'époque, à la République centrafricaine, à la République populaire du Congo, au Gabon, pardon, et au Cameroun notamment, à la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, la Haute-Volta actuelle Burkina Faso, au Mali, au Togo, à la Guinée équatoriale. Je précise expressément la Guinée équatoriale parmi les pays francophones pour souligner que la francophonie est aussi un outil politique. Pour information, la Guinée équatoriale est considérée un pays francophone depuis son adhésion à la francophonie en 1989. Au vu de ce qui précède, la troisième vague est donc, à mon sens, le théâtre d'un féminisme institutionnel, aussi appelé féminisme d'État, ou encore féminisme de l'embourgeoisement, qui a concouru de ce fait par l'hyper-présence des femmes dans l'espace public,
a atrophié la place de ces dernières dans l'arène politique et au sein de l'inconscient collectif, rendant frivole leur lutte et dérisoire leurs revendications légitimes dans la mesure où la labellisation des discours et pratiques féministes selon le burin du discours officiel va plutôt embourgeoiser les revendications des femmes à travers un agenda clientéliste mettant en lumière uniquement des visages féminins de convenance et de connivence avec le système patriarcal en vigueur, au détriment de l'immense majorité d'autres femmes renvoyées aux marges du discours. À titre personnel, ce courant m'a permis de distinguer que tout discours porté par la gente féminine n'est pas forcément féministe. Au Gabon, les détracteurs de cette vague l'appellent, non sans sarcasme, le féminisme des bougeuses de fesses, ou encore le kunabélisme. Le kunabélisme est un localisme dérivé de Kunabeli, nom du premier groupe d'animation connu sous l'ère d'Albert Bernard Bongo, qui deviendra Ali Bongo, Dimba, créé justement ce groupe-là, le Kunabeli, le groupe d'animation, créé par la première dame, son épouse Joséphine Bongo, au sein du PDG, parti État gabonais de l'époque, au temps du parti unique. Des organes sont mis en place, parmi lesquels le bureau politique composé d'hommes, l'UJPDG, c'est-à-dire l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, et l'UFPDG, l'Union des femmes du Parti gabonais. L'UFPDG, quasi incontournable à l'époque, fonctionne clairement comme une pépinière de présélection, une sorte de rite de passage ou un organe de recrutement des profils de femmes qui émergeront plus tard dans l'arène politique en guise de reconnaissance. L'UFPDG, dont la fonction principale est de gérer en canalisant les groupes d'animation dont les femmes, est de ce fait un rattachement militant sous tutelle partisane des caciques du parti au pouvoir. Les groupes d'animation naissent à l'initiative de la première dame, alors Joséphine Kama Dabani, épouse Omar Bongo, plus connue de nos jours sous son nom d'artiste, Patience Dabani. À l'époque, elle va à son tour être secondée par les baronnes de l'UFPDG, épouse des membres du gouvernement, sœur, mère de fille de nommée selon la règle d'une géopolitique régionale, afin d'organiser à son tour des groupes d'animation provinciale pour une meilleure sensibilisation tentaculaire de proximité grâce aux antennes locales. Avec ce féminisme galvaudé, l'on comprend la corrélation avec l'usage politique de la culture détournée à des fins de propagande auto-glorificatrice et en tant que stratégie de discipline sociale qui va massivement et de façon durable de nos jours encore instrumentaliser le corps des femmes, scénarisé dans l'espace public tel que façonné par le discours lors des événements solennels relayés à la télé et à la radio sans répartie. Prenant la forme d'un projet de société, la cause des femmes est une puissante arme de contrôle pour le maintien au pouvoir de tout régime en Afrique. Par conséquent, paraître féministe à travers des discours en faveur de l'égalité des sexes garantit aussi bien le contrôle de la population féminine que l'instrumentalisation même de ces viviers électoraux démographiquement importants. La mise en pratique de la politique pseudo-féministe va se matérialiser sous plusieurs formes, visant, comme je le disais, vers un même objectif cristallisé autour d'une triade État, parti, leader indissociable. Le discours du féminisme institutionnel s'adresse en réalité aux femmes affidées de l'élite au pouvoir, en tête desquelles les premières dames et les membres associés qui se chargeront de distiller tour à tour le même message au sein des groupes d'animation à la solde du régime. Dans l'arène politique, pour faire vite en termes simples, les groupes d'animation servent de caisse de résonance du parti unique, tant et si bien que lors d'un événement solennel, en l'occurrence lors d'un sommet d'État, une cérémonie officielle ou dans le cadre de l'inauguration d'un bâtiment ou lors de la pose de la première pierre d'un éléphant blanc, ces organes socioculturels servent de plage musicale en entonnant des chants élogieux en faveur du système qui les subventionne. Au temps du parti unique, les groupes d'animation étaient un organe officiel visant l'auto-glorification du président fondateur du parti unique, initié dès lors au rang d'immortel. Les vocalistes et danseuses recrutés sont chargés de louanger les qualités supposées de l'idéologue messianique en vantant les mérites sacrificiels de ce dernier dans le cadre de réalisations régaliennes présentées comme des actions philanthropiques. Afin de susciter l'adhésion massive des concitoyens et concitoyennes aux idéaux pseudo-nationalistes du parti État,
vision mégalomane vers une Afrique prétendument authentique et réunifiée, l'instrumentalisation propagandiste à des fins d'endoctrinement se fait par persuasion grâce à un répertoire musical de chants galvanisateurs issus du patrimoine culturel immatériel national détournés de leur fonction sociale initiale. À l'instar de la plupart des pays africains, l'agenda politique portant sur la question des droits des femmes n'est pas fortuit. En 1900, dans les années 70-80, elle va d'ailleurs devenir un paravent d'ouverture où le militantisme partisan des femmes, selon une ligne de conduite sous contrôle patriarcal, ne va pas cependant de pair avec leur émancipation. À leur début, plusieurs régimes annoncent sur papier une déclaration d'intention en termes de réformes sociales et culturelles. L'égalité des sexes est à ce titre inscrite dans l'agenda des discours politiques à l'échelle nationale. La dénonciation de la position subalterne de la femme propose un autre modèle de gouvernance qui veut incarner en miroitant l'image positive de président centre des droits de la femme. À cet effet, les régimes vont ratifier des accords internationaux en matière d'égalité homme-femme, ainsi qu'en attestent les adhésions aux différentes conventions internationales. Au niveau international, on peut rappeler certains facteurs catalyseurs comme l'année 1975, déclarée année internationale de la femme dans le but d'intensifier l'action nécessaire à la promotion de la condition de la femme. La même année, à la demande de la Commission de la condition de la femme, la première conférence mondiale sur les femmes est organisée au Mexique. La même année, sur recommandation de la conférence de Mexico, l'Assemblée nationale décrète, l'Assemblée nationale de l'ONU, décrète la décennie des Nations unies pour la femme de 1976 à 1985 avec un fonds de contribution volontaire pour son financement. En 1979, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, souvent décrite comme la Déclaration internationale des droits des femmes. En 1980, soit 5 ans après la première conférence de Mexico, une conférence mondiale dans le cadre de la décennie des Nations unies pour la femme est organisée à Copenhague. En 1985, la conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la décennie nationale des Nations unies pour la femme, égalité, développement et paix se tient en 1985 à Nairobi. La participation massive des pays de tout continent pousse certains observateurs et observatrices à affirmer que la conférence de Nairobi a permis la naissance d'un féminisme mondial, réalisant ainsi des objectifs que la rencontre de Mexico n'avait pas atteint en termes de mobilisation aussi bien des représentantes de la partie civile que des membres des gouvernements. On peut aussi mentionner la conférence de Beijing sur les femmes, 4e conférence mondiale sur les femmes s'est tenue en 1995, et la ratification du protocole de Maputo à la Charte africaine des droits entre guillemets, de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes dont l'adoption a eu lieu en 2003 pour une entrée en vigueur en 2005. L'énumération des conférences mondiales des femmes, si haut mentionnées, vise à établir un parallélisme entre les politiques et discours nationaux en Afrique et le contexte international de l'agenda féministe antérieurement énuméré. De cette troisième vague, j'aimerais mettre en lumière le féminisme sankarien ou sankariste de Thomas Sankara, né en 1949 et décédé en 1987. Militaire de formation, il arrive au pouvoir, Thomas Sankara, à la suite d'un coup d'État, certes, mais de 1983 à 1987, en 4 ans, l'homme d'État anti-impérialiste et féministe va accompagner ses promesses politiques en faveur des droits des femmes par des actes. Il initie de façon transversale une politique d'émancipation culturelle sur le plan national. Il change notamment le nom colonial de la Haute-Volta en un autre issu d'un mélange de langues moré et diola, deux langues africaines dont le mélange donnera Burkina Faso, autrement dit, pays des hommes intègres ou simplement patrie des honnêtes gens. En ce qui concerne les droits des femmes, j'inviterai à la lecture de son essai intitulé « L'émancipation des femmes et la lutte de libération de l'Afrique », publié à titre posthume en 1990 aux éditions Pathfinder.
L'essai de 72 pages est tiré de son discours prononcé le 8 mars 1987, soit quelques mois avant son assassinat le 15 octobre de la même année. Il dit en substance, je cite, « La révolution et la libération des femmes vont de pair. Et ce n'est pas un acte de charité ou un élan d'humanisme que de parler de l'émancipation des femmes. C'est une nécessité fondamentale pour le triomphe de la révolution. Les femmes portent en elles l'autre moitié du ciel. » Fin de citation. En complément sur ce point, je vous inviterai aussi à lire la thèse de son compatriote Sawadogo Poussi, intitulée Thomas Sankara et la condition féminine, une vision révolutionnaire, présentée en 1999 à l'université de Ouagadougou. Lorsqu'au début de mon énumération, je disais que la troisième vague est bicéphale, je faisais référence à un tout autre volet, celui de la production scientifique, des théories féministes qui émergent entre la fin des années 70, début des années 80 et courant 1990. Les profils tutélaires vont être des premières des femmes surdiplômées, romancières et essayistes, la plupart formées dans des écoles coloniales avec une formation universitaire qui va se poursuivre en Europe ou aux USA principalement. Cette production scientifique va s'accompagner d'un boom littéraire féminin inauguré par des ouvrages devenus des classiques de la littérature africaine aussi bien sur le plan continental qu'international. En 1978, La parole au Négré, c'est le titre, de la théoricienne sénégalaise Awa Thiam, inscrit dans l'espace africain francophone et au sein de la diaspora, les premiers jalons d'une perspective intersectionnelle des luttes féministes, c'est-à-dire bien avant la verbalisation de cette grille de lecture plus tard, en 1989, par Kimberley Williams Crenshaw. Dans la même veine, je ne peux ne pas mentionner les contributions de la sociologue sénégalaise Fatou Sow. À ce titre, je recommande la lecture d'un article synthétique sous format d'un entretien de Thérèse Loco et Isabelle Pioche, intitulé Fatou Sow, les défis d'une féministe en Afrique, publié en 2008. L'on peut aussi mentionner les figures emblématiques comme Marie-Angélique Savané, femme politique sénégalaise, sociologue et féministe, membre fondatrice du mouvement Yewi, l'une des premières organisations africaines connues ouvertement féministes créées en 1984. Elisabeth Dior-Falso, juriste spécialiste du droit sénégalais, première femme procureure de la République au Sénégal, a d'un point de vue juridique contribué à l'avancée significative des questions des femmes dans le pays. En 1999, on peut souligner qu'elle réalise avec son équipe la loi sénégalaise interdisant les mutilations génitales féminines. À titre complémentaire, je vous propose de consulter le dossier « Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé, une histoire des féminismes noirs francophones », disponible en ligne depuis juin 2021 sur France Culture. Sur la foi de deux ouvrages majeurs de l'émancipation des femmes africaines, à savoir Une si longue lettre de Mariama Ba et La parole aux négresses d'Awa Thiam, l'afro-péenne d'origine camerounaise Axel Dja Dike, par ailleurs podcastrice et autrice du journal intime d'une féministe noire publié en 2002, dresse dans ce dossier sur France Culture, en 4 épisodes, un état des lieux des féminismes noirs aujourd'hui dans l'espace francophone. À cet effet, elle fait participer plusieurs générations de femmes africaines, parmi lesquelles les pionnières post-indépendance, dont Fatou Sow, Marie-Angélique Savané, entre autres, jusqu'aux générations de femmes contemporaines plus récentes. Dans cette troisième vague, j'aimerais particulièrement citer pour le compte de la Guinée équatoriale, pays francophone d'un point de vue politique, l'écrivaine Marie Nsue Angué, première romancière du pays avec Ekomo, publié en 1985. Le syllogisme affectif du récit dénonce la subalternité de la femme-fan au sein d'un modèle monde post-colonial et patriarcal où les hommes jouissant du privilège de sexe incarnent la voix autorisée. C'est sans doute aussi pourquoi Ekomo, le titre éponyme du roman, met en avant l'identité du conjoint de la narratrice, alors même que Nanga, la voix subalterne, est celle qui parle, observe, voit, en tant que témoin oculaire,
pense, se repense, rapporte les faits, détient le pouvoir narratif du récit. La fiction met en exergue une lutte intergénérationnelle à couteau tiré entre les velléités d'affranchissement légitime de la narratrice et sa loyauté vis-à-vis du système monde d'assignation. Le silence politique qui traverse le récit s'érige alors en un métadiscours contestataire où la voix subalterne de la narratrice, aux prises avec les tumultes d'un dilemme intérieur, impose ou expose son isolement social. À partir de 1990, il y a une vague de femmes nées entre fin 1950, début 1960 et courant 1980, que j'appelle la génération transition, qui va réunir plusieurs courants politiques avec l'avènement du multipartisme et l'instauration de la démocratie en Afrique. Au Gabon, j'aimerais citer Honorine Zebitere, née en 1957, magistrate hors hiérarchie, ancienne procureure de la République, ancienne ministre des Affaires sociales. Son nom est souvent cité dans la préparation et la conduite du dossier ayant permis à la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille d'arracher auprès de l'ONU la résolution du 21 décembre 2010 portant sur la célébration de la Journée mondiale des veuves le 23 juin de chaque année. Il semble qu'en récompense de cette victoire, Honorine Zebitere fut promue ministre des Affaires sociales en son temps. Elle est par ailleurs la fondatrice de l'Observatoire des droits de la femme et de la parité, en abrégé ODEFPA, au Gabon. Honorine Ngou, née elle aussi en 1955, toujours dans le cadre du Gabon, universitaire, essayiste, romancière et féministe militant des droits des femmes, Féminin interdit, publié en 2007, est son roman le plus connu. Son essai, intitulé Mariage et violence dans la société traditionnelle femme au Gabon, publié en 2007, aborde les violences faites aux femmes dans le contexte ethno-linguistique dont elle est elle-même issue. Durant cette période de flottement, correspondant à une sorte de contexte transitoire à tout point de vue, j'inscris les voix féminines à l'intersection de plusieurs luttes et divers fronts. Cette période coïncide avec la célébration des conférences nationales, avec l'arrivée au forceps du multipartisme en Afrique francophone et tout le lot de violence et d'insécurité enregistrés durant la décennie allant de 1990 à 2000. Au Mali, je parlerai de l'écoféministe altermondialiste Aminata Dramane Traoré, née en 1947, ancienne ministre de la Culture et du Tourisme de 1997 à 2000 du Mali. Elle est surtout connue pour son engagement politique anti-impérialiste tirant à boulet rouge sur l'extractivisme anthropocène néolibéral. Essayiste prolifique, l'on peut citer ses ouvrages parmi lesquels L'étau, l'Afrique dans un monde sans frontières, publié en 1999. Le vol de l'imaginaire, publié en 2002. Lettre au président des Français à propos de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général, publié en 2005. La gloire des imposteurs, lettre sur le Mali et l'Afrique, un essai épistolaire coécrit en 2014 avec l'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop. 2 années auparavant, c'est-à-dire en 2012, elle va coécrire avec Nathalie Ndela Mounier l'essai intitulé L'Afrique humiliée. Dans cet ouvrage, elle dit, je cite, « Nous, femmes africaines, ne sommes audibles que lorsque nos voix confortent le discours misérabiliste et condescendant sur notre situation, souvent réduite à celle de femmes pauvres, mutilées et enceintes. Les politiques néolibérales qui saignent notre continent à blanc, avec la complicité des dirigeants démocratiquement élus, mais corruptibles et corrompus, sont elles aussi mutilantes. En d'autres termes, une excision peut en cacher une autre. Cette réalité doit se savoir, être dite et inscrite au débat, au cœur du débat politique pour la seconde libération de l'Afrique et plus particulièrement du Mali. Fin de citation. La 5e et dernière vague, celle du XXIe siècle, coïncide avec la vulgarisation des NTIC
et l'appropriation de façon décomplexée des réseaux sociaux en tant qu'outil de diffusion massive de l'information propice à un cadre de scénarisation des discours politiques de la part des couches multiminorisées. Je l'appelle la vague du réempouvoirment et du réenchantement politique, eu égard à la désinhibition de la parole via les plateformes digitales. Cette vague répond à un melting pot de profils transversaux. Ce féminisme cybernétique à impact pygmalion est caractérisé par une génération désabusée par les connivences de la politique france-africaine, à la recherche désormais d'autres repères, parfois extra-continentaux. Elle va être fortement influencée par les théories étanusiennes du black féminisme, en même temps qu'elle s'abreuve aux sources des générations africaines précédentes. Je la nomme aussi le féminisme de l'entre-soi parce qu'elle est à l'origine, elle se nourrit d'expériences personnelles, s'initie de façon isolée, s'alimente très souvent de buzz avec un jargon parfois techniciste truffé d'anglicisme. Les porte-voix sont connectés aux campagnes féministes à échelle mondiale, souvent, parfois, pour servir de caisse de résonance, sans pour autant se désengager des priorités en contexte africain. Ce féminisme, dans l'ère du temps, est dominé par les outils de sensibilisation de masse, ce qui en fait sans originalité un cyberféminisme africain. Dans cette catégorie, je citerai 4 initiatives relativement récentes qui ont émergé des réseaux sociaux. En 2020, le hashtag viral « Vraie femme africaine » de la journaliste ivoirienne Bintou Mariam Traoré, membre ivoirienne de la Ligue des droits des femmes, l'hashtag est lancé pour tourner en dérision les clichés sexistes et les injonctions misogynes faites aux femmes africaines. Tout part d'un soir du mois de février, dit-elle, où elle regardait une émission où il se disait que pour être une vraie femme africaine, il ne fallait pas accoucher par césarienne ou avec l'aide d'une péridurale, comme si, à cause de notre mélanine, nous étions voués à souffrir, raconte-t-elle au Monde Afrique. Laetitia Key, une autre afroféministe cybernétique, née en 1996, est aussi une Ivoirienne et une figure cyberféminisme emblématique sur la scène africaine, francophone, et même au-delà, elle est suivie aujourd'hui par plus de 6 millions de followers sur TikTok. La designer capillaire est à 26 ans, grâce à ses sculptures spectaculaires politiquement réalisées sur des cheveux tressés, une icône digitale de la body positive à partir du cheveu crépus qui est l'un des éléments de stigmatisation des femmes noires. L'artiviste cyberféministe tisse des messages militants pour sensibiliser sa communauté sur les sujets d'actualité ou des thèmes qui lui tiennent à cœur comme le cancer du sein, le droit à l'avortement, les mutilations génitales, l'endométriose, la sexualité féminine, les féminicides, le dictat des canons de beauté, le réchauffement climatique, le pouvoir des écrans dans la construction des imaginaires, etc. Enfin, sur le plan de l'audiovisuel, je vous parlerai de 2 séries sénégalaises panafricaines sur YouTube, notamment Maîtresse d'un homme marié 2019 et plus récemment Yaï 2.0 2022 de la réalisatrice sénégalaise Kadidiatou, plus connue sous l'identité de Calistassi. La réalisatrice offre dans ces séries à grand succès en Afrique francophone et au sein de la diaspora le regard féminin dans le cinéma africain. La première saison de Yaï 2.0, cela veut dire Maman 2.0 en Wolof, qui vient de s'achever à un total de 32 épisodes. Sur YouTube, le feuilleton bilingue Wolof-français varie entre sous-titrage en français et conversation en Wolof. Kala, l'histoire raconte, entre autres personnages, l'histoire de Kala. Elle a 33 ans, 5 ans déjà qu'elle est mariée à un homme irréprochable, attentionné aux petits soins, fidèle par-dessus le marché, au sein d'une société qui jase. Sans bébé à l'horizon, cette réalité a pour conséquence directe de plomber l'ambiance au sein du couple. Les suspicions d'infertilité allant bon train pointent le ventre de Kala, la femme. Elle a pourtant fait le tour des plus grands médecins réputés, a ingurgité les potions recommandées par des marabouts, résultat toujours attendu,
a été consulté des médiums sans suite, a pris des bains aux odeurs nauséeuses, toujours rien, niet, nada. Comment est-ce possible que tout ce temps durant, l'on n'ait jamais une seule fois songé que le problème pouvait peut-être provenir du conjoint? L'imaginaire collectif n'admet qu'admet cette alternative. Blessé dans son ego d'homme, Sandieri, le mari, met un point d'honneur à ne pas céder à la pression. Il sait, lui, l'homme viril, sans jamais avoir consulté de médecin, qu'il va bien. Le mal qui sommeille en lui fait croire que sa virilité qui ne souffre pas d'impuissance érectile est synonyme de fertilité. Il va pourtant bien falloir en avoir le cœur net. La subjectivité masculine seule ne suffira pas à décanter la situation en déclenchant une grossesse en un claquement de doigts. Lorsqu'il consent enfin, le mari, à se soumettre à un test médical pour un diagnostic, le verdict tombe sans appel. Sandieri souffre d'azospermie sécrétoire. Comment régler la question? Comment protéger sa virilité d'homme sans paraître diminué face à sa compagne? C'est quoi être un homme en Afrique subsaharienne aujourd'hui? Peut-on parler de sexualité en Afrique sans tabou? Quel est ce poids de la tradition qui pèse unilatéralement sur les femmes au sein d'un couple nullipare? Peut-on vivre heureux en Afrique sans enfants? Peut-on adopter un enfant lorsque l'un des conjoints a des difficultés à fertiliser? Telles sont les questions que l'on peut se poser en visionnant Yai 2.0. On peut souligner que la réalisatrice Calista Si a notamment révolutionné l'imaginaire collectif de la téléspectatrice africaine en seulement 2 séries, a rééduqué le rapport des femmes africaines 2.0 à leur propre corps en seulement 2 séries, a permis que l'on se pose en public des problématiques traditionnellement tabous au sein de nos sociétés, a fait de plusieurs hommes africains les alliés des femmes africaines, parce qu'un acteur africain qui accepte de jouer un rôle qui révolutionne les modalités du regard est, de mon point de vue, un allié en faveur de la libération des femmes africaines. J'ai prévu, en termes de conclusion, pour finir en beauté, en fait, une illustration de 2 extraits sur YouTube, je ne sais pas si on pourra le faire, de la 3e vague et de la 5e vague. Donc, en l'occurrence, le féminisme de l'embourgeoisement dont je parlais, le féminisme des bougeuses de fesses, donc celui qui a été institutionnalisé. Et puis, je voudrais peut-être mettre, si on peut, un 2e élément qui est juste un extrait de l'épisode 18 de Yai.0 où on aborde justement la question de la stérilité au sein du foyer. Donc, je ne sais pas si on pourra, il suffira juste de mettre sur YouTube, ça va être la recherche, c'est UFPDG, le pacte social en marche. Cela permettra qu'on se fasse une idée rapide de ce que j'entends par le féminisme d'État et de comment ce féminisme a concouru justement à faire des revendications des femmes africaines des outils frivoles dans l'espace politique en Afrique subsaharienne. UFPDG, tel quel, et puis, plus loin, le pacte social en marche. Le pacte social en marche, voilà. Et donc, on va juste cliquer juste quelques minutes pour qu'on se fasse une idée. Peu en haut, c'est ça le pacte? Non, tout en haut, tout en haut. Vous montez, il faudrait peut-être monter, en principe, cela devrait... C'est l'UFPDG, c'est ça? Vous avez mis? C'est l'UFPDG, voilà. Exactement, c'est le premier, exactement, voilà. Donc, on va se faire une idée visuelle ou audiovisuelle de ce que c'est que la publicité. Voilà. Donc, on va voir comment les femmes sont instrumentalisées en politique et comment, en réalité, ce n'est pas d'elles dont il est question, mais plutôt de leur corps pour faire passer un message à effet auto-glorificateur. Donc voilà. Donc ça c'est une vidéo très récente, c'est pour vous dire que depuis très longtemps, c'est un mécanisme qui continue de la part du système au pouvoir, aussi bien au Gabon que dans plusieurs pays de la sous-région en fait. Et donc,
Mon unique raison de me battre au quotidien, d'avancer, de construire, de bâtir, pierre après pierre, loi après loi, bâtir ce Gabon émergent que nous voulons tous. Le pacte social afin de mettre en œuvre le plan stratégique Gabon émergent, PSE, dans son volet de prospérité partagée. Le distingué camarade Ali Bongo Ondimba a confié à la camarade Sylvia Bongo Ondimba, première dame, présidente d'honneur de l'UFPDG, l'étude sur la stratégie d'investissement humain du Gabon. Le pacte social, fruit de cette étude, a été présenté à l'ensemble des forces vives de la nation. Le peuple gabonais y a marqué son adhésion par la tenue des assises sociales. Le pacte social, oh yeah! Oh yeah! Le distingué camarade Ali Bongo Ondimba, oh yeah! Oh yeah! C'était juste une illustration. On va juste passer à l'illustration de la 5e vague. Ça va être YAAY, Y-A-A-Y. Voilà, plus loin, 2.0, épisode 18. L'épisode 18. Et on va aller directement à la minute 16:30. Voilà, donc voilà, la minute 16:30, ça nous permettra d'aller au cœur même du débat. Voilà, c'est ça, ouais, c'est bon. On s'y remet? Vas-y. Et donc, dans cette partie, ça aborde directement la question de la pression qui est faite aux asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen dalal di leen ziar ku ci nekk ci sa tur ak sa sant bienvenue ci seen émission Yaay 2.0 émission bi nga xamante ni moo fi nekkal jigéen ñi nekkal fi ñi nga xamante ne amuñu kàddu mënuñu waxal seen bopp ñun ñoo leen di waxal. Alors aujourd'hui je suis avec deux experts ay jigéen yoo xamante ne ni dañu xam li ñuy wax dañ ko jàng mën ko ñu war a waxtaanee sujet boo xamante ni foo munti nekk ci àdduna ak koo munti nekk war na la concerner muy infertilité. Alors dinañ indi ay arguments teg sujet bi ci table bi waxtaanee ko jéem a xool problème bi fan la nekk ak nan la ñuy trouver ay solutions. Joël maa ngi lay nuyu di la dalal. maaleykum salaam Rella di la nuyu di nuyu sa mbokku auditeurs yi. Merci beaucoup madame docteur Niane. Rella, ça va? Très bien, merci. Et vous? Ça va, alhamdoulilah. Alors docteur Niane, ma première question va être pour vous. Nan la ñuy xamee couple boo xamante ni dafa infertile? Très bonne question. Effectivement, c'est une des questions que l'on me pose quand on vient me voir en consultation. Quand c'est un couple boo xam ne femme bi elle a entre 20 ans et 30 ans suñu toogee 1 an voire 2 ans ba léegi amuñu doom ci la ñu war a dem consulter su jabar bi amee plus de 30 ans nag su toogee 6 mois ñu ngi essayer te amuñu doom ci la ñu war a dem consulter parce que souvent jigéen bi la ñuy njëkk a indexé parce que ci conscience collective moom mooy ëmb moom la ñuy gis donc moom la ñuy ne mu dem faju ci ñaari nit ñooy am doom donc su jigéen bi lépp baaxee ci moom jëkkër gi boroom këram war na moom tamit dem consulter wu ji xool suñu demee xool nag. Et donc voilà, j'aurais voulu continuer. Vous comprenez bien que comme je parle de questions qui me concernent, je ne peux pas m'arrêter. Et il a fallu jusqu'à 1 heure que je fasse un résumé, que je comprime. Voilà. Et donc c'était vraiment pour nous faire une idée de comment le corps des femmes en politique peut finalement les desservir. En l'occurrence, lorsque je parlais du féminisme, de l'embourgeoisement, où certaines voix de femmes sont données tant qu'elles respectent le discours voulu comme tel d'un point de vue institutionnel. Et je pense que au sud du Sahara, étant donné que nous avons affaire à une génération de personnes, le continent africain a le privilège, je dirais, d'être majoritairement un continent de jeunes. Et donc, les outils audiovisuels sont très importants pour pouvoir arriver au cœur même du message. Et en cela, je pense que Calista s'y fait un travail formidable d'un point de vue politique. Voilà. Et donc, il peut y avoir plusieurs formes de pratiques féministes sans pour autant que ces personnes s'en réclament officiellement. Donc, voilà. Merci encore de m'avoir supporté pendant tout ce temps et je suis disponible pour la conversation, les questions en l'occurrence. Voilà. Merci.
Ouais, c'est ça, ouais, exact. En ligne, ouais, tout à fait. Ah, parfait. Parfait. Est-ce que vous avez des questions, contributions aussi? Ah oui, effectivement. Alors, première question de Nadine. Y aurait-il des publications ou plateformes collectives qui permettraient de suivre ces actions et débats lancés par les féministes en Afrique francophone? Au cours des 10 dernières années dans le monde anglophone, des sites tels que Crunk Feminist Collective, The Feminist Wire, For Harriet, Zora Magazine, etc., ont mis en vitrine écrivaines, chercheuses et militantes, pas toujours avec une ligne explicitement féministe, mais toujours des perspectives critiques provenant des femmes noires. Voilà, bonjour et merci pour la présentation si riche. Peut-être qu'on pourrait prendre les deux et puis ensuite, c'était merci, très intéressant, de Teresa Granger. il y a Georges. Et Georges aussi. Oui. Est-ce que je peux poser ma question? Oui, absolument. Oui, en fait, je voudrais vraiment vous remercier, madame, pour votre conférence, franchement très, très, très riche. Et je voudrais simplement vous connaître brièvement. Je sais que vous avez dit que vous êtes de l'Afrique centrale, mais je voudrais connaître le pays et surtout ce que vous faites. Quel est votre domaine scientifique de recherche et votre rang, si vous me permettez? J'ai rarement écouté de brillantes personnes comme vous. Je dis souvent, j'aurais dit que je rougis, mais je suis pas blanche, je ne peux pas rougir. Non, 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 je veux simplement... Alors, je vous remercie pour vos mots. Je pense qu'il y a plusieurs personnes brillantes, mais qui ne sont pas connues, c'est ce que je crois. Il y a beaucoup de gens partout. Hein. Et puis, je pense peut-être n'avoir pas trop de mérite parce que je parle de questions qui me traversent, dont je parle indirectement de moi. Et du coup, c'est comme si je parlais de moi, quelque part. Et c'est pourquoi je cherche, justement. Je suis d'origine gabonaise parce que je suis née au Gabon, dans une frontière avec la Guinée équatoriale et le Cameroun. Donc, en réalité, aussi bien les Camerounais que les Équato-Guinéens, moi, on parle la même langue. Je dis souvent de façon anecdotique que le président de la Guinée équatoriale et du Cameroun et moi, on peut parler une langue qui n'est pas le français ni l'espagnol. Donc, je me sens de toutes parts. Et puis après, je vis désormais au Sénégal. Je suis de nationalité espagnole. En fait, cette question est très complexe pour moi aujourd'hui. Dire je suis de là-bas. Je ne suis pas de là-bas, je suis de partout. Je suis enseignante à l'Université Anta Diop, voilà. Et maintenant, la question que la première intervenante pose, c'est qu'au niveau de l'Afrique centrale, enfin, l'Afrique francophone, il y a plusieurs pages, naturellement, mais qui ne sont peut-être pas croisées. Et donc, il y a des initiatives individuelles, spontanément, qui sont initiées, mais les gens ne se connaissent pas. Je dis, par exemple, dans mes données, j'ai cité les références du dossier de France Culture qui me semble être intéressant. C'est une afrodescendante qui a eu l'initiative. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant en termes de complément. Donc, on navigue, on cherche, on trouve. C'est aussi cela, finalement, le rôle des chercheurs, des chercheuses. Et donc, c'est tout ce que je souhaiterais lui dire, peut-être aussi de chercher simplement et de trouver des choses. Mais à titre personnel, je n'ai pas une plateforme et j'y pense de plus en plus parce qu'on me le dit. Je pourrais peut-être centraliser certaines de mes réflexions autour d'une page qui pourrait converger pour pouvoir canaliser ou orienter plus facilement des gens qui cherchent dans mon domaine, qui voudraient peut-être s'intéresser davantage à la partie francophone de l'Afrique en ce qui concerne le féminisme ou les féminismes africains. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. Si vous avez des questions dans la salle.
Bonjour. Merci Madame Odom, votre conférence était vraiment, comme mes prédécesseurs ont dit, super enrichissante. Je m'appelle Lydie Belporo, je suis doctorante à l'école de criminologie de l'Université de Montréal. Et ce n'est pas nécessairement un domaine ou un sujet que je maîtrise, mais en tant que femme noire africaine aussi dans le milieu académique, votre conférence a vraiment résonné en moi. Puis je trouve que votre présence aussi ici est déjà un plus et c'est aussi un acte qui est enrichissant au-delà des mots qu'on partage. Votre présence ici est forte. Cela étant dit, j'ai juste une petite question peut-être en lien avec mes propres intérêts de recherche qui serait de savoir quel est le rôle ou alors quel est l'apport qu'on peut considérer que les différents féminismes dont vous avez fait mention apportent ou jouent en termes de construction de la paix ou de résolution de conflits, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites et beaucoup de contributions critiques aussi qui soulignent l'invisibilisation justement des femmes. Or, leur rapport est super important, donc j'aimerais savoir comment le féminisme ou les féminismes se positionnent par rapport à ces sujets-là. Merci. Merci pour la question. J'ai volontairement, lorsque j'ai présenté le travail, vous avez vu que j'ai essayé d'avoir une approche inclusive. Je n'ai pas mis de côté l'œuvre de Sankara. J'estime aujourd'hui que le féminisme n'est pas qu'une affaire de femmes. Nous parlons quand même des questions qui concernent une bonne moitié de la planète. Donc, on ne peut pas considérer que les questions de femmes n'incombent qu'aux femmes. Elles concernent l'humanité et la société de façon générale. Et quand je mets de façon symbolique et politique que je considère que le féminisme de Sankara est un courant féministe en Afrique, je veux justement souligner le fait que les deux parties doivent converger, communier, dialoguer pour trouver des solutions. Il est connu aussi, d'un point de vue culturel, qu'en général, les femmes sont prétendument de bonnes négociatrices. Et donc, leur voix compte. C'est justement pourquoi le féminisme que j'appelle altermondialiste, écoféministe de la malienne Aminata Traoré, je considère qu'elle apporte quelque chose de consubstantiel. Parce que ces discours, pour ceux qui le regardent de prime abord, pensent que ça ne concerne que les questions politiques d'un point de vue colonial, mais ça croise aussi la question de la femme. Dans ce livre dont j'ai lu l'extrait, elle aborde cette question-là. Elle dit que la plupart des conflits en Afrique ne tiennent pas assez compte de la partition des femmes, alors qu'en politique, plusieurs actions sont posées par les femmes. Je vous prendrai un exemple banal, peut-être qui ne retient pas l'attention des gens. Dans le cadre de l'actualité politique, plusieurs femmes africaines dans des pays, de façon spontanée, sans forcément coordonner, vont souvent se mettre nues en public pour pouvoir s'indigner. C'est politique. C'est pourquoi je dis en fait, les gens pensent que le féminisme est une notion exogène, mais non. Il y a des pratiques féministes qui renvoient à des discours puissants. Ces femmes du troisième âge qui vont se mettre nues, encadrées dans un contexte politique, posent un acte qui rappelle en fait que les femmes comptent dans ce discours-là. Et même si vous ne comptez pas avec nous ou vous ne nous associez pas, nous allons par des mécanismes créatifs nous imposer pour dire notre mot. Et en général, souvent, ces actes donnent des fruits. Donc, je pense qu'on devrait travailler ensemble et travailler surtout sur c'est quoi le féminisme chez nous? Quelles sont les pratiques pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau à ce discours en harmonie et en cohésion avec d'autres femmes? Voilà. Donc, merci beaucoup, Odomé, pour cette présentation. Je vais rejoindre Lydie sur son intervention pour m'aligner. Donc, moi, je suis Sadio Pakita, je suis candidate au doctorat en études féministes et de genre à l'Université d'Ottawa. Puis, j'enseigne les féminismes anticoloniaux et antiracistes. Puis, comment vous dire que cette présentation aujourd'hui ne m'aura donné que des sources pour mon cours sur le genre et le féminisme en Afrique. Qu'on a tendance à penser qu'il n'y a pas de féminisme en Afrique, ce qui est bien dommage. Mais moi, ma question aujourd'hui pour vous, c'est de savoir où est-ce que vous placez toute cette logique genre et développement et la promotion du féminisme en Afrique. Est-ce que ça fait partie de ce que vous appelez le féminisme embourgeoisé ou comment vous placez cette perspective donc des femmes du Sud, femmes
femmes du tiers-monde et puis l'apport du féminisme assez élitiste qui a été apporté par les institutions internationales dans leur façon de traiter les problématiques liées à la condition des femmes en Afrique, et puis la mise de côté finalement des femmes rurales et de leur participation finalement à la vie de tous les jours. Comment est-ce que vous placez ça dans cette généalogie que vous avez fait aujourd'hui? Alors, je crois que cette question, ça va être la dernière question, je pense, parce que le temps est régi par le temps. Je rappelle toujours que inconsciemment, lorsqu'on est une femme africaine universitaire, on se rend très vite compte qu'on est en train de reproduire les mécanismes d'invisibilisation des corps des femmes rurales, en fait. C'est que parfois, on a la prétention que, étant donné qu'on est bardé de diplômes, on peut parler en leur nom, mais non, on doit avoir l'humilité d'aller vers elles et d'apprendre beaucoup de choses. Moi, en général, lorsque je vais dans les espaces ruraux au Gabon, mais ce n'est que des leçons que moi je tire de leurs actes et de leurs réflexions. Elles ne sont pas aussi dociles qu'on le pense. Elles ne sont pas aussi dépourvues d'armes que l'on le croit. L'erreur est de penser que nous allons dupliquer un système que l'on va transposer dans des contextes qui n'ont rien à voir. Là-bas, des femmes ont des choses à nous apprendre. Moi, je n'apprends que des choses avec elles. De la même façon aussi que modestement, je peux peut-être leur donner quelques orientations sur des points spécifiques. Donc, je pense que nous devons davantage travailler de façon transversale et ne pas créer des catégories en se disant qu'étant donné que nous sommes diplômés ou surdiplômés, nous aurions des leçons d'humanité à donner des hommes qui sont dans les espaces ruraux. C'est vraiment à tous les niveaux, en fait, de façon générale. Parce que justement, on doit se souvenir que le paramètre, le paradigme d'appréciation des critères de celui qui doit parler, de celle qui doit prendre la parole, est un mécanisme de reconnaissance, en fait, qui dit que si vous n'êtes pas diplômé universitaire, certainement je ne serais pas ici aujourd'hui. Mais imaginez-vous ce que le savoir en tant qu'espace, en tant que partage, aurait peut-être pu implicitement perdre, parce que la plupart des choses que je dis ici sont le fait d'apprentissage depuis l'enfance, auprès de mes grands-parents, de ma mère, de tout ce que je vois dans le monde, en fait. On ne peut pas circonscrire le savoir à un diplôme qui n'est qu'un axe de connaissance donc sur un point spécifique. Donc, les savoirs doivent se valoir. Et c'est nous, en tant que corps de plusieurs espaces, qui devons contribuer à diffuser ces éléments-là dans les universités qui ne le savent peut-être pas. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et je vous dis merci pour la présence et je remercie tous ceux qui sont en ligne et celles qui nous ont écoutés depuis ce matin. Et voilà. Merci.